Merci beaucoup. Vraiment 4 présentations différentes qui couvrent différents enjeux, différents aspects de l'utilisation du numérique en histoire. Et je pense que la table est bien dressée pour avoir une belle période de discussion. On a beaucoup de temps pour la discussion. J'ai plusieurs questions en réserve, mais tout d'abord, est-ce qu'il y a des questions de la part de la salle? Le micro est disponible pour vous s'il y a des questions à lancer. Donc, je vous donne l'occasion. Oui, Madame Abdella, oui, venez au micro, s'il vous plaît. Félicitations. Vous savez déjà tout le respect que j'ai pour ce projet. Mais à chaque fois que je le vois, je suis encore impressionnée. Et donc, Joshua, vous avez commencé en parlant de diffusion, ce qui me semble être tout à fait juste et important. Et donc, je me demande, à l'avenir, ce projet, on veut le diffuser à qui? Et comment on va s'y prendre? Est-ce qu'on le réserve donc pour la communauté historienne ou est-ce que le but, c'est justement d'en sortir? Alors, comment est-ce qu'on fait pour entrer en contact avec une panoplie d'amateurs qui, je suis certaine, serait absolument heureuse de pouvoir consulter ce type d'informations? Quel est votre plan de communication? Oui, bon, très bonne question. En fait, le site est fait justement pour offrir au grand public un accès à l'histoire. Parce que je pense qu'en tant qu'historien, on n'a pas seulement le devoir d'accomplir de bonnes recherches, on a aussi le devoir, la responsabilité de diffuser ce savoir-là pour éduquer le grand public, surtout à une période où on parle de post-vérité puis de toutes ces choses-là. Je pense que c'est important justement qu'on se penche et qu'on essaie d'apporter nos connaissances au plus grand nombre de personnes. Ceci dit, sur notre site, il n'y a pas de connexion réservée, par exemple, aux chercheurs. Tout ça est accessible. On le diffuse à la fois sur les réseaux sociaux, entre autres Facebook, éventuellement Twitter. Sinon, sur notre site, les projets sont tous disponibles. Celui-là n'est pas encore disponible en tant que tel sur le site parce qu'on veut apporter quelques petites corrections. Mais d'ici la fin de la semaine, donc d'ici dimanche, disons, le site va être en ligne, on va le diffuser et l'adresse va être disponible à qui veut bien le voir. Puis la façon dont ce projet-là en particulier a été fait, c'est on a voulu le vulgariser le plus possible parce que c'était pas le but non plus, c'était pas de perdre les gens dans une méthode historienne, mais vraiment d'apporter des connaissances tout en voyant ce qu'on peut faire, ce qu'on peut réaliser. Donc, ça dépend des projets aussi qui sont sur Historiamatica. J'imagine que, en fait, quand on va faire notre projet de maîtrise, c'est certain que ça va être un petit peu plus poussé au niveau des analyses, tout ça, puis du contenu qui va être disponible en ligne. Mais reste que le pan diffusion de ces informations-là demande quand même à réfléchir aussi à ceux qui sont un petit peu moins initiés et qui, eux aussi, sont intéressés par l'ensemble de ces données-là. Peut-être permettre d'ajouter quelque chose. Aussi, il y a peut-être une expansion qu'on n'a pas parlé encore nécessairement en équipe, mais un potentiel en termes de protection du patrimoine. On l'a vu dans l'actualité avec certains bâtiments qui se font détruire, dont là qu'on perd la trace presque complètement. Il y a probablement quelque chose à faire avec ce site-là et s'associer peut-être au gouvernement ou d'autres possibilités comme ça, des différents projets pour promouvoir ou faciliter un peu la protection du patrimoine. Donc, c'est une autre avenue aussi qui est potentielle. Si je peux compléter ce qu'Hubert aussi. Mais c'est justement, ça soulève la question de à quoi sert la photogrammétrie, en fait. Puis il y a 2 aspects qu'on a soulevés récemment quand on a essayé d'alimenter notre réflexion. C'est d'une part, comme Hubert dit, de sauvegarder une sorte de mémoire numérique. Mémoire numérique face à des bâtiments qui, faute de moyens financiers, à cause des aléas du climat, peu importe, peuvent être détruits ou abandonnés, comme on pense plus globalement, par exemple, à Palmyre, ce genre de choses-là, des bâtiments qui sont détruits par la guerre. Avant, on peut en conserver une mémoire numérique pour 2 raisons. Pour pouvoir continuer à diffuser, pour que les gens puissent continuer à s'y intéresser, pour pouvoir le conserver dans le grand patrimoine de l'humanité, ou encore pour que les chercheurs et chercheuses puissent continuer à travailler sur ces structures-là qui ont été qui ont été numérisées, en fait. Donc, c'est les 2 aspects, en fait, qu'on veut remplir, je pense, en créant des projets comme ça, et éventuellement, le FOR pourrait remplir ces 2 options-là. Une question de la part de Geneviève? D'attente, excusez. Donc, moi aussi, je félicite et j'encourage parce que je trouve que c'est des belles initiatives dans tous les cas. C'est-à-dire toutes ces initiatives qui utilisent en fait le numérique. Moi, on a parlé aussi, je pense que Sophie le disait bien, c'était de la diffusion. Et puis, on voit très bien qu'il y a une dimension de vulgarisation dans ce qui est fait en ce sens. Là où j'aimerais vous entendre, c'est comment on fait l'adéquation entre, quelque part, la recherche fondamentale et la diffusion de ces données-là. Comment est-ce qu'on fait pour diffuser à la fois un contenu plus fondamental? Vous avez
opté pour des choses plus petites, effectivement, dans une optique d'aller chercher davantage. Mais il y a des cas dans lesquels ces technologies-là sont en appui à de la recherche qui, là, nécessite quand même des analyses, des textes soutenus, des notes de bas de page et compagnie. Et là, comment est-ce qu'on fait, comment le lecteur ou l'auditeur, comment est-ce qu'on le traîne d'un cadre à l'autre? Comment on fait cette adéquation entre le numérique et l'écrit? Je peux peut-être commencer avec un élément de réponse. Je crois, en fait, c'est une question qu'on se pose toujours encore aujourd'hui, qui démontre peut-être un peu la raison pourquoi on a peu de projets informatiques ou numériques encore aujourd'hui, mais à mon avis, ça révèle une question de choix. On peut pas toujours, on peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Exact. On peut pas viser tout le monde en même temps, malheureusement, mais il y a toutes sortes d'outils qui sont à notre disposition et de plus en plus qui sont développés. Donc, la photogrammétrie en est une, les SIG sont une autre, mais peut-être la réalité virtuelle, les jeux vidéo en sont d'autres. Et là, on peut aller chercher un niveau de connaissance, si on veut, en histoire différent pour chaque. Si on veut diviser ça en portions. Là. Mais encore une fois, c'est une question qu'on se pose et le cas par cas, c'est des choix qu'on fait qui vont nécessairement pénaliser d'autres, malheureusement, encore aujourd'hui. D'autres répondeurs? Ouais, aussi, j'avais fait un cours de planification de la communication. Et lorsqu'on s'intéresse à la communication, il faut choisir un public. Même si on dit que ça veut être grand public, d'une certaine manière, lorsqu'on pense à notre application, on pense à une clientèle. Et là, c'est du devoir de l'historien, en fait, de réfléchir à qui il veut vraiment communiquer ces informations-là et à quel niveau d'abstraction il veut aller pour rendre ça plus ou moins accessible au grand public. Mais tout dépend, en fait, de l'outil, je pense, informatique. Avec les systèmes d'information géographique, on aurait pu mettre une quantité incroyable de données, on aurait pu les rendre toutes accessibles et les gens auraient pu même faire leur propre analyse sur l'application. Dans ce cas-ci, c'est plus une application de vulgarisation, mais on aurait très bien pu insérer l'entièreté de notre recherche d'une certaine manière et aussi fournir les outils pour d'autres chercheurs qui voudraient se pencher sur la question. C'est un petit peu ça aussi, Historien Masca. On veut éventuellement rendre les données qu'on utilise disponibles. Parce que le problème qu'on a souvent dans tout ce qui est géomatique, puis tout ça, c'est l'accès aux données. Souvent, c'est payant. Donc, de créer des données qui sont ouvertes en histoire, ça pourrait être un beau projet en tant que tel pour aider ces projets-là. D'accord. Merci beaucoup. On pourra reparler plus... Merci. Juste, attendant la prochaine question, juste une question pour Rémi. Dans quel contexte est-ce que l'application Trajectus s'avère la plus efficace? Dans quel contexte? Donc, quelqu'un qui se dit, est-ce que je devrais l'utiliser ou non? Jusqu'à maintenant, avec les expériences qui ont été réalisées, quand est-ce que vous dites, ah oui, voici une plus-value de cette application-là? D'abord, je pense que j'ai assisté à différents essais. J'ai assisté à un essai, par exemple, je vais répondre d'abord par un exemple. Là, en environnement, il y a une sortie qui se fait au début du bac à chaque année avec des grands groupes de 50 personnes à un site d'enfouissement technique, donc ce qu'on appelait anciennement les dépotoirs. Pour faciliter cette sortie-là qui mobilise beaucoup d'étudiants sur un site où on ne peut pas tous être les 50 étudiants à la fois à un endroit, puis le professeur ne peut pas nécessairement se faire entendre à la fois par tous ces étudiants-là, mais l'application permettait de faciliter cette activité-là en séparant le groupe en petites équipes avec une tablette. Les ressources étaient directement consultées avec la tablette. Ils répondaient aux questions. Ils faisaient le trajet, dans le fond, de façon décalée. Donc, toutes les équipes ne se ramassaient pas au même endroit. Donc, je pense qu'une des applications principales, c'est avec des grands groupes, ça permet... Évidemment, ça se fait dans un contexte où il y a une activité pratique à l'extérieur ou, disons, à l'extérieur d'une salle de classe. Là. Ça peut être à l'intérieur, dans un musée, ça peut être dans un bâtiment. Il faut évidemment que la fonction GPS fonctionne bien. Là. Donc, sur différents étages, si on veut présenter une œuvre, il y a certaines limites. Mais donc, une sortie de groupe et une sortie pratique à l'extérieur d'une salle de classe, je pense que... Okay. Merci. Oui, il y avait une question. Pourrait s'adresser à vous quatre, peut-être Josh ou Rémi. Comment vous avez fait pour programmer? Je sais que vous disiez, on vous montre un peu comment programmer une façon. Vous ne voulez pas voler le punch, mais est-ce que c'est un travail de programmation complet de A à Z
binaire ou est-ce que vous avez des clés en main, des exemples déjà disponibles que vous rajoutez des cases ou je voulais faire un pont avec le cours d'informatique appliquée à l'histoire. Est-ce que justement Tristan ou Léo par le passé vous appliquez des concepts déjà expliqués par les deux professeurs? Comment ça se passait de ce niveau-là? Ben, en fait, moi, ça va être assez rapide. C'est pas moi qui travaille au développement direct de l'application. Je fais de la programmation dans le cadre de ma maîtrise, mais c'est complètement hors sujet. Donc je vais laisser Josh répondre pour sa part. En fait, c'est sûr qu'on repart de des choses qui existent déjà. On ne réinvente pas la roue en informatique, généralement. Lorsqu'on crée, dans leur cas, ça part d'un peu plus de zéro parce que c'est une nouvelle initiative. Mais dans le cas d'Historiomatica, par exemple, on part d'un gestionnaire de contenu pour gérer le site web. On ne réinvente pas parce qu'on aurait peut-être des failles de sécurité qu'on ne veut pas avoir. Mais on part, par exemple, de WordPress pour juste la structure de base. Et lorsqu'on arrive plutôt dans les applications, là, il y a plus de programmation, mais le but, c'est justement d'avoir des librairies, des bibliothèques de contenu qui nous permettent de plus facilement faire avancer ces choses-là. Donc, les cartes, entre autres, ont été faites avec QGIS, mais ont été exportées grâce à une extension qui s'appelle QGIS to Web, qui permet justement d'exporter vers l'API Leaflet, qui est open source. Et donc, on peut par la suite là, programmer par-dessus pour vraiment mettre ça comme on veut, mais on ne part pas non plus de zéro à tout moment. Mais c'est sûr qu'il y a des connaissances en programmation, que ce soit en Python ou pour le web, par exemple, ce serait du HTML, CSS, JavaScript, PHP, etc. C'est sûr que c'est des connaissances qui sont utiles, mais qui ne sont pas toujours nécessaires parce qu'il y a des possibilités pour les historiens plus ou moins avancés d'aller vers des outils qui sont plus ou moins faciles d'utilisation. Je ne sais pas si ça répond à... Amplement. Puis une deuxième question rapidement à Rémi. Je voulais juste être certain d'avoir compris. Est-ce que toi, tu avais fait partie du début du projet? J'ai vu que c'était sur 10 ans, sur 9 ans. Est-ce que c'est à chaque cohorte ou à chaque renouvellement de maîtrise? Ça ne se dit pas ainsi, mais des étudiants sont appelés à travailler en équipe pour 2 ans, ensuite un autre bloc de 2 ans, un cycle, et ainsi de suite. Comment ça fonctionnait? En fait, non, moi, pour la première question, non, moi, ça fait seulement depuis septembre que je suis impliqué. Le projet, il y a eu d'autres étudiants qui ont été impliqués pour des tests pour... en fait, avant que Trajectus existe, on utilisait une application qui s'appelle Tailblazer, je crois, qui permet des applications similaires, mais qui n'étaient pas parfaitement adaptées. Donc, dans le cadre d'essais avec ces applications-là, oui, il y a des étudiants qui ont été impliqués. Moi, dans le cadre de Trajectus, je suis le premier étudiant, si on veut, qui travaille principalement avec l'équipe de développement et conception pour toute la documentation. Il y aura peut-être d'autres, en fait, certainement qu'il y aura d'autres étudiants après moi. Mais là, c'est vraiment une phase, si on veut... c'est comme le dernier sprint avant que ça soit déployé de façon publique, là. Non, sans ça, je suis principalement je suis le seul étudiant en ce moment qui s'implique dans le développement pour la documentation. Je ne sais pas si ça répond à la question. Oui, en fait, ma question, c'était est-ce qu'en tant que tel, le plan était d'être prévu sur 10 ans? Il y avait un plan de départ de... Oui. OK. Oui, l'échéancier, en fait, j'en ai pas parlé, l'échéancier... Depuis 2017, là, on visait à ce que le déploiement soit fait en janvier de cette année. Finalement, ça va avoir lieu plus tôt cet été à cause de certains délais là, au niveau du développement. Mais vraiment, cette année, on devrait voir... J'espère que je réponds bien à la question, là, mais l'échéancier termine cette année. Donc, on espère cet été avoir une version publique. Bravo. Étant donné qu'on a soulevé la question de la programmation, la question, c'est la barrière d'accès, la barrière d'entrée aux humanités numériques. Est-ce qu'il faut savoir programmer? Est-ce que c'est compliqué d'apprendre? Disons, pour le jeune qui est à la maison et qui voudrait commencer dans ce domaine-là, quelles sont les premières étapes pour se familiariser? Disons, ce serait l'étape 1. Disons, qu'est-ce que ce serait? À votre avis, qu'est-ce que c'est? Parce qu'on voit qu'il y a des gens qui ont différents niveaux de compétences techniques. Et donc, ce serait de voir à la fois, selon vos niveaux, pour vous, qu'est-ce que c'est l'accès, la première porte d'entrée, la première marche à gravir? Je dirais qu'éventuellement, ça va être Historiomatica. Super. Mais sinon, je pense pas que c'est nécessaire de programmer pour dire qu'on fait des humanités numériques. Il y a tellement d'outils qui sont disponibles. C'est sûr qu'il faut apprendre, il faut mettre du temps, en investir pour apprendre différents outils. Mais dans le cadre du cours de Tristan ou encore dans le bureau pour des projets qui n'ont pas nécessairement de lien avec histoire,
on voit que c'est possible d'apprendre, c'est pas particulièrement difficile. Dans le bureau, tout le monde s'est mis un peu à QGIS et ça va bien. C'est juste qu'il faut s'y mettre. Il faut un petit peu de discipline, disons. Mais Internet est tellement vaste aussi qu'on a, même sans acheter de livres, sans acheter rien, on a à notre disposition tellement de contenu pour nous aider que moi, je pense que c'est commencer par chercher et avoir de l'intérêt pour quelque chose, se pencher dessus. Moi, quand j'ai commencé à faire du web, j'avais 12 ans, puis c'était pas dans le cadre d'un cours, c'est juste par intérêt. J'avais envie de mettre mes passions sur le web, puis pour ça, j'ai appris tranquillement à programmer tout ça. C'est sûr qu'on peut l'apprendre dans le cadre d'un cours, d'un programme, mais le faire par passion, ça aussi, ça se peut. Puis je pense que pour quelqu'un qui veut apprendre, c'est juste de chercher ce qui l'intéresse, qu'est-ce qu'il veut faire, puis de voir qu'est-ce qu'il lui faut, en fait, pour y arriver. Puis souvent, il va trouver des possibilités qui sont plus faciles, puis au fur et à mesure, on ajoute, on rentre un peu plus dans la complexité. Est-ce que je peux ajouter? Il existe aussi une série d'outils dont la prise en main est plus facile, qui ont été faits et réalisés par des programmeurs, donc on peut s'en emparer pour nous-mêmes faire notre diffusion. Sur Histomatica, tu peux même revenir à l'accueil si tu veux, mais la majorité des projets qui sont proposés pour l'instant, c'est des projets qui ne requièrent pas nécessairement de programmation, en fait, dont n'importe qui peut en fait aller sur des sites comme Story Maps, ce genre de choses-là, et peut diffuser son contenu historique de manière plus savante, en fait, plus intéressante, sans toutefois avoir des bases de programmation qui sont vraiment très, très, très avancées. Bon, Internet. On vous les présentera plus tard. D'autres commentaires ou d'autres sur le sujet? Sinon, pour plus jeunes, mais aussi, ça peut peut-être avoir de l'air un peu moins professionnel, si on veut, mais il y a une série de jeux, si on veut, ou d'ateliers ludiques qui se trouvent gratuitement sur Internet. Même si je ne me trompe pas, il y a Google, quelques fois par année, ils mettent ça sur leur page d'accueil. C'est des petits jeux pour les plus jeunes, très, très, très jeunes, mais ça apprend à la base à programmer sans le savoir. Donc, c'est un début comme ça. Je sais qu'il y a beaucoup d'écoles qui, de plus en plus, offrent des cours de programmation. Et puis, pour un historien, peut facilement accéder à ça. Mais aussi, il y a des ateliers. Il y a des sites web gratuits ou payants pour des ateliers un peu comme un cours. Mais c'est des tests, c'est des projets qu'on fait à la base et on voit directement l'application. Donc, dans une période d'instantanéité, si on veut, on aime ça voir directement ce qu'on fait. On écrit quelques lignes de code à gauche et à droite, ça la fait apparaître exactement ce que vous avez fait. Donc, c'est une autre méthode d'apprendre qui est peut-être plus concret, si on veut. Si je peux rajouter une dernière petite chose, l'informatique fait peur, mais c'est pas si épeurant que ça. C'est un petit obstacle, en fait. C'est une petite butte, il faut juste la monter. Mais c'est juste qu'on a peur parce que ça paraît gros, mais ça ne l'est pas tant que ça. Il faut juste s'y mettre. Tristan. Oui, quelqu'un qui vous entendrait, qui aurait une dimension spatiale dans son mémoire, mais qui se dit, bon, je n'ai pas nécessairement le temps tout de suite d'apprendre à programmer, et il est encore à l'étape de monter sa base de données, ou que ce soit Excel ou Zotero. Quel conseil vous lui donneriez pour qu'éventuellement cette base de données soit exploitable avec quelques lignes de Python ou dans un SIG? Est-ce qu'il y a des choses dont il faut s'assurer? Très bonne question, Tristan. C'est sûr qu'il faut aller chercher quand même quelques connaissances au niveau de la conception d'une base de données pour s'assurer qu'elle soit d'une part que la base de données soit d'une part utilisable à long terme, mais qu'elle soit utile aussi. Peut-être d'atomiser le plus d'éléments possible, donc de séparer les différents éléments pour faciliter, en fait. Ça peut se faire dans un fichier Excel, un beau tableau. Je pense que Geneviève en utilise souvent des tableaux comme ça. Et au final, ces données-là, une fois atomisées, peuvent être utilisées un peu partout parce que c'est le fonctionnement d'une base de données relationnelle. Donc, je pense qu'il... Je sais pas si tu as quelque chose à rajouter. Mais non, juste s'informer sur... Parce qu'il y a des ressources aussi pour apprendre à construire des bases de données, juste s'assurer que ce soit le plus atomisé possible. Puis que... C'est ça. Je peux rajouter de garder une certaine constance dans la façon dont on conserve les données. Si on travaille par thématique ou par différentes catégories, c'est important de garder une certaine justement cohérence pour pouvoir ensuite amener ces données-là à un autre niveau. Ça me fait penser aussi, lorsque vous faites les gens font les bases de données, par exemple, on marque que ça, c'est une épicerie.
ben, le fait d'écrire épicerie avec un « et » ou juste de mettre 2 « e » à la fin, ça peut poser problème parce qu'au final, c'est 2 catégories, étant donné que c'est pas écrit de la même façon. Donc, il y a des solutions soit de s'assurer que c'est toujours bien écrit ou de mettre une sélection de choix. On peut le faire dans Excel. Ou encore d'utiliser des nombres qui, dans notre projet, on associerait bien mentalement, disons, dans la documentation, de bien dire que, bon, ben, le 1, ça représente épicerie dans telle colonne. Juste pour s'assurer que ce soit le plus uniforme possible aussi. Sinon, on passe des heures avec OpenRefine après, puis ça prend bien du temps. Une question théorique pour Antoine. Une des critiques des systèmes d'information géographique, c'est qu'on risque de réimposer un discours colonialiste à cause de la création des SIG dans un cadre occidental, que quand on l'applique dans des pays colonisés à une certaine époque, qu'on reprend et on réimpose le discours colonialiste. Quelles sont les mesures qu'on peut prendre pour éviter de réimposer un même discours dont on essaye de s'émanciper finalement? Ouais, mais c'est une très bonne question. Puis d'ailleurs, justement, c'est des thématiques sur lesquelles les auteurs que j'ai cités tantôt se sont penchés, dont Paul Carter. Et je pense que le piège, en fait, qu'il faut éviter, c'est dans les archives. Quelle sorte d'archives on consulte, et surtout dans la situation où on a de Wangchari, où on a une cartographie qui est vierge, en fait, donc qu'on n'a pas encore documentée. Le piège, c'est justement de se fier à des archives qui sont celles des colonisateurs, celles, comme je disais, par exemple, du renseignement. Le renseignement, c'est des archives qui sont attrayantes parce qu'ils renferment un paquet d'informations qui sont utilisables rapidement, qui sont révélatrices, en fait, de plusieurs aspects d'une société, sauf que, ultimement, c'est le reflet du discours du colonisateur. C'est une vision qui est extraite du territoire et qui est appliquée à la documentation qui est celle du colonisateur. Donc, pour éviter ce piège-là, je pense que ce qu'il faut faire, c'est de réunir et de trouver et de dépouiller des archives qui sont celles qui donnent la parole aux colonisés, comme je l'ai dit tantôt, qui permettent de se réapproprier son espace, de se réapproprier son lien avec le territoire qui lui a été dépossédé. Et ces archives-là ne se trouvent pas, malheureusement, sous notre nez comme ça. On ne peut pas les consulter, on ne peut pas les rendre intelligibles comme ça. Donc, il faut aller dans les archives judiciaires, par exemple, pour faire parler les gens qui ont été mis devant la justice pour telle ou telle cause, et donc ils peuvent nous en apprendre davantage sur la manière dont eux-mêmes vivaient, eux-mêmes interprètent le territoire, ou encore les archives, comme je disais tantôt, celles à Brazzaville, qui sont en partie celles, justement, des locaux, en fait, qui eux aussi en ont beaucoup à nous dire sur la manière dont ils vivaient, et le rapport au territoire qui va forcément être différent de celui du colonisé dans cette situation-là. Merci. Oui, madame. Oui. Oui, c'est possible. En fait, dans le bas, sur la page d'accueil, tu es retourné là, mais sur la page d'accueil du site Historiamatica, dans le bas, on a un onglet qui permet de nous contacter, donc de suggérer des projets, entre autres. Et puis après ça, par communication, on peut évidemment mettre vos projets sur le site, ça nous fera plaisir. Ça m'intéresse. Okay. Je suis pas loin je suis dans le numéro 7 sur la carte. Uh-huh. On a fait un travail en tant qu'archéologue et historien là aussi pareil à la fois de mélanger du GIS tout simple, après de faire des photogrammétries d'aménagement hydraulique lié aux fortifications, et tout en faisant aussi de la SketchUp, mais on a appris sur le tas maintenant
On attend votre courriel, puis aussi, sinon, on en parlera juste après. Jérémy, peut-être juste avant que Jérémy prenne la parole, juste rappeler que au Québec, l'Université de Sherbrooke est la seule université avec un cours obligatoire sur l'histoire et l'informatique au premier cycle. On a été le premier à avoir un programme de maîtrise en histoire et en numérique. Maintenant, les autres universités nous rattrapent, là, 20 ans après nous. Et en France, il y a quelques masters humanité numérique qui sont lancés, notamment à Valenciennes. Ils sont en train de le préparer. Ça devrait être là. Oui. C'est en cours. En général, par des géographes et par des archéologues et des historiens de région, on apprend encore cette formation-là de A à Z. Mais en tout cas, bravo. Okay. C'est une source d'inspiration pour Merci. On ira à Valenciennes donner des formations. Jérémy. Oui, bien, ma question va être courte. Dans le fond, c'est surtout pour Rémi, mais les trois autres, sentez-vous libre de commenter si vous avez votre opinion à dire là-dessus. Je me demandais pour l'application Trajectus, à quel point l'équipe derrière tout ça a comme une vision un peu plus à long terme. Peut-être, dans le fond, vous avez dit, expliquer à quel point c'était utile pour beaucoup de disciplines universitaires, mais est-ce que vous avez pensé peut-être à sortir du cadre universitaire, peut-être approcher le niveau collégial, même secondaire, vu qu'on sait que de nos jours, les étudiants de plus en plus jeunes sont initiés à la technologie et aux humanités numériques dans un sens. Donc, je ne sais pas si vous aviez déjà... Il y a comme un plan de développement aussi là, de votre côté. Là, ça m'intéresserait. Ben c'est intéressant que tu poses la question parce que je m'étais renseigné. Je ne voulais pas dire n'importe quoi. En fait, pour l'instant, on ne pense pas sortir de la limite de la communauté Moodle. Donc, il faut vraiment que les institutions utilisent Moodle pour pouvoir utiliser l'application Trajectus. Rien n'exclut que... En fait, étant donné que l'application est open source, il peut avoir une adaptation pour d'autres plateformes. Mais pour l'instant, c'est... Donc, je ne sais pas s'il y a des cégeps, je crois que oui, qui utilisent la plateforme Moodle. Donc, c'est vraiment la limite principale. Au secondaire, probablement qu'il y en a beaucoup moins, là. Mais oui, je suis tout à fait d'accord avec toi. Si ça venait à être développé, je pense pas que ça irait au-delà du contexte pédagogique, ça c'est sûr. Par exemple, pour faire des sorties, des guides dans des villes, tout ça, c'est pas tout à fait la visée, mais effectivement, ça serait intéressant que d'autres projets émergent, ou peut-être à l'Université de Sherbrooke, il y aura une suite, mais pour l'instant, c'est vraiment la limite Moodle là, qui est... Question technique pour Rémi. Combien de temps ça prend pour préparer une visite? Disons, parce que ça n'avait pas le temps de nous montrer la partie professorale de l'application, mais disons quelqu'un qui veut préparer une activité, à peu près combien de temps ça prend, puis après combien de stations, d'étapes il y a dans une sortie normale? D'abord, la préparation, on ne se lance pas tout de suite nécessairement dans la récolte. Vous avez vu, il y a une photo, une vidéo, tout ça. On ne va pas nécessairement chercher directement les PDF, les vidéos. D'abord, il faut vraiment se questionner sur c'est quoi l'objectif de la sortie, qu'est-ce qu'on veut faire, qu'est-ce qu'on veut présenter, qu'est-ce qu'on veut que les étudiants acquièrent comme connaissance ou qu'est-ce qu'on veut évaluer. Et à partir de là, ben, le parcours... précisément combien de temps ça peut prendre, c'est plus difficile comme réponse de façon précise, là, mais on va d'abord créer la sortie, c'est-à-dire, est-ce qu'on veut que la sortie soit principalement une sortie informative? Est-ce qu'on veut que les étudiants... j'ai vu, par exemple, votre exemple à Sherbrooke, donc on présente différents éléments historiques et architecturaux. À chaque étape, il y a un texte qui s'affiche et on peut lire et on peut se promener d'étape en étape, simplement en lisant l'information qui est partagée. Ça peut être une sortie qui est vraiment axée sur la récolte de données, donc photos, vidéos, mémo vocal, un texte qui est ensuite qu'on peut rapporter en classe. L'enseignant peut utiliser ces données-là dans d'autres activités qui viennent ensuite. Donc, il faut d'abord vraiment cerner qu'est-ce qu'on veut faire avec la sortie, quels sont les objectifs, et ensuite créer étape par étape. Disons que c'est... À partir du moment où on a toutes les ressources, ça se fait rapidement, mais il faut bien s'assurer de structurer au préalable quelles étapes on veut créer, quelles sont les coordonnées, quelles sont les ressources, les données, les activités qu'on veut faire à ces étapes-là. Et ensuite de ça, ça va assez rapidement. Donc, c'est plutôt le travail en amont qui est plus long. Il y a toujours la partie intellectuelle et scientifique qui demeure malgré les outils informatiques pour nous faciliter la vie. Je pense que Patrick avait une question. Merci, Léon. Un commentaire et deux questions.
Peut-être d'abord le commentaire. Léon, tu as posé une question fondamentale tantôt sur l'usage justement d'outils numériques quand on travaille en histoire coloniale en tant que tel. Il est clair que, comme je pense qu'Antoine a très bien répondu en disant que c'est sûr que l'enquête orale permet de venir en fin de compte mettre les archives traditionnelles coloniales en lien avec donc des archives qui font ressortir l'histoire par le bas, donc de la part des indigènes en tant que tels. Mais je trouve que c'est intéressant, la dimension spatiale, mais surtout l'utilisation du numérique, dans la mesure où ça permet, je pense, de donner une perspective encore plus complexe sur les pratiques du colonisateur. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Parce qu'avec Antoine, ce qu'on trouvait souvent dans les archives, quand on part en répression dans des communautés, on voit toujours qu'il y a des croquis qui accompagnent ces mouvements de répression-là de la part des troupes. Donc, c'est extrêmement intéressant, finalement. Donc, je pense que pour ça, c'est extrêmement utile, effectivement, de lire entre aussi les lignes quand on travaille en histoire coloniale. Ça, c'était le commentaire que j'avais. Pour les 4 présentateurs, je vous félicite vraiment pour la qualité de vos 4 présentations, très instructifs. Quand je vous ai entendu, je me suis dit, j'aurais envie de redevenir étudiant, finalement, parce que je me rends compte que vous disposez d'outils que moi, à l'époque, quand j'ai fait ma maîtrise et mon doctorat, je n'avais pas tous ces outils-là. Et ça m'aurait permis, finalement, de voir des angles morts que vous percevez en tant que tel. D'ailleurs, demain, j'en ferai un petit mot au début. J'avais 2 questions. La première, donc, pour vous 4, mais je crois que la question a été abordée par Geneviève et Léon, la question de la programmation. C'est sûr que vous êtes amenés à faire de la programmation, mais en même temps, à faire de la recherche fondamentale. Mais j'aimerais vous entendre comment vous gérez ça, parce que pour moi, c'est quand même lourd, là, en tant que tel. Parce que l'historien traditionnel, il travaille dans ses archives, ensuite il rédige son article et il passe. Mais vous avez la programmation, l'analyse des sources, ensuite la rédaction. Donc j'aimerais vous entendre sur, est-ce que vous avez des stratégies? Ensuite, une question pour Antoine, spécifiquement, rapidement. On a dépouillé ensemble, dernièrement, à Fréjus, en France, un certain nombre de documents d'archives. Il y avait quelque chose que tu avais dépouillé, un dossier sur les informations qu'on donnait aux jeunes blancs, c'est-à-dire les métropolitains qui partaient en colonie en tant que tels. Je ne sais pas si tu te souviens. J'aimerais t'entendre sur quel type d'informations on leur donne quand tu vas en colonie, les informations géographiques qu'on leur donne sur la colonie, où ces personnes-là sont censées aller visiter, juste par curiosité. Voilà, merci. Pour le FOCU, je me souviens, en fait, les informations qui étaient données aux jeunes blancs, comme tu dis, c'est les jeunes militaires, en fait, qui partent en colonie, qui sont appelés justement à servir dans différentes fonctions, à graver les échelons militaires, qui sont majoritairement des célibataires au début qui partent pour l'aventure. Et c'est intéressant justement parce que ce que Patrick veut dire par là, c'est que ces informations-là, en fait, sont le reflet de ce que Léon me demandait tantôt, en fait, qui est la vision du colonisateur face à l'espace. Donc, lorsqu'on leur donne cette information-là, on leur dit justement, on leur parle pas nécessairement des différentes ethnies qui peuplent le Bangui-Chari, par exemple. On leur parle pas des différents moyens de communication que ces gens-là, des différents dialectes qu'ils ont, mais plutôt de comment leur faire face, comment en tant que colonisateur de s'approprier les moyens de communication, les réseaux fluviaux, etc., pour mieux pouvoir les contrôler, mieux pouvoir aller les réprimer dans leur situation en brousse, comme on dit, lorsqu'ils sont à l'extérieur des limites de la colonie. Donc, c'est comme si on formait ces gens-là à arborer en fait la vision du colonisateur, et donc ils sont prémunis de cette vision-là, et c'est pourquoi les rapports du renseignement ensuite sont teintés de cette vision-là jusque dans les années 1960 en fait. Donc maintenant, à propos de la relation entre le travail scientifique de base et l'ajout technique, les compétences techniques qu'on doit acquérir et qu'on doit appliquer par la suite pour compléter le type de travail que vous faites. L'un des trucs qu'on a fait, en fait, ça répond un peu aussi en même temps à la question que Geneviève a posée tantôt, c'est de se mettre en équipe. Donc, on est 4, chacun a nos forces, nos faiblesses. C'est sûr, je peux avouer que Joshua a fait un peu plus de programmation que nous, peut-être un peu beaucoup. Mais dans le fond, il nous a toujours accompagnés, et à l'aide de l'entraide, on a réussi à quand même atteindre un certain niveau acceptable.
Puis, par la division de tâches, l'organisation, qui est aussi un bon moyen d'apprendre, donc en s'associant avec un groupe d'amis ou un groupe de chercheurs qui ont le même intérêt. Par exemple, j'avais mes contacts pour le Fort Chambly, j'avais des contacts chez Parc Canada, donc j'ai utilisé ces contacts-là pour approcher le projet. Joshua était l'informatique, la recherche, on se l'est séparé, donc c'est la division des tâches, mais oui, c'est certain que c'est une chose de plus à ajouter à un projet, mais ça n'empêche pas au projet d'être réalisé, par contre. Puis aussi, en 2019, il y a tellement de possibilités d'applications, de logiciels qui permettent à des gens qui ne sont pas vraiment initiés à la programmation de faire des projets qui sont similaires. On a un peu moins de contrôle sur ce qu'on produit au final, mais sans avoir besoin de programmer, il est possible de faire des projets en humanité numérique. Donc, puis, programmer, c'est un petit peu aussi comme apprendre une langue. Par exemple, moi, je vais étudier l'Alsace. Bon, je vais apprendre un petit peu l'allemand quand même pour faire ça. C'est plus compliqué d'apprendre l'allemand que d'apprendre à programmer. C'est juste un apprentissage comme un autre au final, comme apprendre à écrire, apprendre à utiliser Word quand on ne sait pas encore comment ça fonctionne. C'est juste qu'il faut mettre un petit peu de temps, mais c'est quelque chose qui reste par après, comme nager ou autre. C'est comme ça que je le vois un petit peu, c'est un outil, c'est un apprentissage, mais après ça, on peut l'utiliser. Et faut pas avoir atteint, faut pas devenir ceinture noire de l'informatique pour être en mesure de l'utiliser. Tout ce qu'on apprend peut être utilisé. Voire, après ça, il faut penser à comment on veut l'utiliser, mais il n'y a pas un niveau à atteindre avant de se dire « Ah, là, je peux utiliser l'informatique. » Non, on peut l'utiliser tout le temps. C'est juste faux. Pour peut-être donner un exemple concret de ce que Josh vient de dire, dans le cadre du cours de Tristan, il y a quelques temps, de renseignement militaire russe, donc on analysait une archive par semaine et les étudiants étaient amenés, s'ils voulaient, à faire une carte. N'ayant aucune compétence en informatique à ce moment-là. Josh, il n'était pas là non plus, donc ça part moins bien. Donc, il y a d'autres étudiants de ce cours-là qui sont ici aujourd'hui. Bien, on utilisait Google Maps. Google Maps, oui, on perd certaines fonctionnalités, mais on peut facilement ajouter des icônes comme c'est fait là. On peut facilement tracer des trajets, dessiner des polygones, et ça fait la job comme on le voudrait. On peut ajouter des descriptions, des liens, ce genre de choses-là, et pas besoin de savoir programmer, mais c'est une entrée vers ça. Et ça peut donner des tout beaux projets, des très beaux projets. On ne l'a pas réalisé encore. Peut-être un jour, ça va venir, mais l'Atlas du renseignement militaire russe, bien, ça aurait pu être juste des cartes de Google Maps intégrées à Zotero aussi, entre autres. Il y a aussi un danger à utiliser les outils informatiques parce qu'il faut se rappeler que dans le cadre d'une recherche dite fondamentale, par exemple un mémoire de maîtrise, l'analyse informatique ou l'outil numérique utilisé, peu importe, est en appui à l'analyse textuelle pure et simple, en fait. Donc, il faut faire attention pour que ça ne prenne pas le pas. Au niveau de la méthodologie sur celle qui est classique, en fait, il faut continuer à dépouiller son corpus, etc. Et il faut aussi s'assurer que notre support aussi informatique ne soit pas seulement en guise de présentation, mais qui bonifie notre analyse d'une quelconque manière sans toutefois prendre trop de place, parce que sinon on peut dépenser un temps immense à essayer de maîtriser un outil informatique pour se rendre compte que finalement ça ne bonifie pas tant que ça notre analyse. Donc il y a une certaine... il faut agir avec prudence lorsqu'on utilise les outils informatiques, je pense. Rémi, est-ce que tu avais quelque chose à ajouter? En fait, j'avais juste une question pour mes collègues. J'ai moins de connaissances qu'Élie Barrand en géomatique, donc particulièrement en photogrammétrie. J'ai jamais fait de photogrammétrie. Est-ce que la photogrammétrie tu parlais de photos drone, donc vous avez exclusivement travaillé avec des photos? Deuxième partie de la question, on sait qu'il y a certaines villes comme Sherbrooke qui ont des données LIDAR, donc des données spatiales très, très, très précises qui sont prises de manière aérienne, puis qui pourraient peut-être... Est-ce que ça pourrait aider de travailler avec ces données-là? Et ma dernière question, c'est très technique, là, j'espère que c'est pas trop technique, mais quelle serait la marche pour, par exemple, pour le fort de Chambly, faire un exercice similaire, mais à l'intérieur? Tu parlais de l'intérieur. J'imagine que ça serait pas par photogrammétrie. Ce serait quoi la méthode à ce moment-là? Est-ce que ça serait beaucoup plus difficile ou est-ce que c'est accessible? En fait, la partie dont on n'a pas parlé dans le cas du projet de ce qu'a présenté Hubert tantôt, c'est qu'on a utilisé à la fois la photogrammétrie et la lasergrammétrie pour aller au fort de Chambly. Les données lasergrammétriques n'ont pas été encore dépouillées officiellement par manque de temps, mais vont être ajoutées éventuellement au site. La différence entre les deux, photogrammétrie, c'est vraiment qu'on utilise un ensemble de photos et à partir des points communs, on va trianguler les positions de l'objet dans l'espace. Donc, ça, c'est uniquement à partir des photos. On avait des photos à la fois sur le sol avec des appareils numériques, d'autre part avec le drone. Mais on a aussi fait 6 relevés par LIDAR, qui nous avait été gracieusement prêté par Bruno Courtemanche, qui est professeur aussi en géomatique et aussi à Bishop en géographie. Donc,
on avait pu faire des relevés avec un bon leader. Là, c'est un laser qui est envoyé 900 000 fois à la seconde et qui permet d'avoir des relevés qui sont époustouflants. Mais avec la photogrammétrie, si c'est bien fait, on a des différences de 0,1 mm au niveau de l'erreur. Tout dépendant aussi de la puissance de l'ordinateur, après ça, qui fait le calcul, parce qu'il faut quand même une bonne machine pour arriver à faire un bon modèle. Le modèle qu'on a, il est très bien, mais c'est sûr qu'il pourrait encore être amélioré, mais là, il faudrait le faire sur plusieurs semaines, puis aussi, sur le web, il faut quand même se dire qu'il faut rapetisser le tout, parce que sinon, ça serait trop lourd à télécharger. Mais dans le cadre d'une autre utilisation, on pourrait refaire notre analyse et pousser en fait encore plus loin cette photogrammétrie, mais éventuellement la lasergrammétrie qui, elle, serait aussi la meilleure solution en fait pour faire l'intérieur. D'ailleurs, il y a une compagnie américaine qui s'appelle Sea-Arc qui, eux, ont pour mandat c'est un organisme à but non lucratif, mais ils ont pour mandat de numériser en fait le patrimoine mondial. Ils font un très beau travail, donc ils sont entre autres financés par Google, ça aide un petit peu, mais ils ont accès en fait à des leaders, tout ça, et ils vont à différents endroits pour sauvegarder le patrimoine. Et Bruno, entre autres aussi, Bruno Courtemanche, utilise le lidar dans son cas pour scanner des grottes et sont capables, après ça, à travers les années, de voir l'évolution de la détérioration de la grotte. On peut faire exactement la même chose aussi avec des monuments ou des choses comme ça, et donc de voir les conséquences qu'ont eu, par exemple, tel événement en fonction de 2 prises de données lidar ou photogrammétriques, mais lidar serait un petit peu plus précis à ce moment-là. Et donc, c'est ça. Pour l'intérieur, ce serait quand même le lidar qui serait le mieux parce que c'est difficile pour l'ordinateur de vraiment trouver des points communs dans quelque chose où il y a trop d'uniformité, par exemple des murs ou des choses comme ça. La photogrammétrie est très utile, mais surtout pour un objet dont on fait le tour et non l'antitour. À peu près, oui. Pourquoi 169 et pas OK. Veux-tu répondre? Non, en fait, on a pris 1363 photos. Il y en a, bon, dans le cas d'Hubert, Hubert a pris à lui seul, pendant les 2h30, il y avait beaucoup de plaisir, il a pris 500 photos environ de l'intérieur, de l'extérieur. De l'extérieur à l'intérieur, en tout cas. Toutes ces photos-là, souvent, ils se répètent. Le but de la photogrammétrie, c'est quand même d'avoir une superposition d'au moins 50%, disons, de la photo précédente pour avoir des points de comparaison. Mais dans son cas, on était rendu dans du 95%, c'était de toute beauté. Et c'est un peu ça qui se passe aussi dans tout ça. Il y a aussi le fait, l'ordinateur qu'on utilisait, il fallait limiter d'une certaine manière le nombre de photos. On était limité à la fois donc par le matériel, mais aussi par le fait que certaines photos, on n'avait pas besoin de tout étant donné qu'il y avait trop de photos pour ce qu'on voulait représenter. Et d'une autre part, il faut faire un tri aussi dans les photos, dans le sens où les photos floues, par exemple, vont entraîner, c'est une catastrophe en fait pour la photogrammétrie, ou les photos qui sont trop spécifiques, ou qui sont... Donc, il y a un tri qui a dû être fait, qui a enlevé nécessairement des photos. Il y a aussi des photos qui étaient très belles, mais qui étaient en double. Donc, au final, ça nous donnait 169 dans ce que Hubert a dit, mais je pense que le modèle que j'ai mis en ligne, c'est un deuxième essai où là, on avait plus 300 quelques photos. Donc, 169, c'est essentiellement, en tout cas pour la grande majorité, c'est des photos prises par drone. Et dans le 363, là, on avait ajouté beaucoup plus de photos prises au sol, tout dépendant, en fait. Mais on a fait plusieurs tests, des belles heures de plaisir. Ouais. Ouais. Mm-hmm. Parce qu'on peut aller chercher beaucoup plus de texture dans le modèle, plus on a photo, même si je chevauche plus que 50%, c'est là qu'on va aller chercher le plus de texture possible pour avoir un modèle détaillé. Sauf que pour le web, il faut réduire après, mais il y a des tricheries qu'on peut faire pour aller garder la texture de moment. Oui. Mais aussi, c'est ça, au niveau des textures, on a essayé plusieurs choses. La génération des textures, au final, en fait, c'est la texture qui est le plus problématique, outre le nombre de polygones qui, lui, peut être un petit peu minimisé sans trop que ça paraisse. La texture, au début, on essaie des images de 8000 par 8000, puis des 16000 par 16000, mais maintenant, surtout, je dirais que l'ordinateur a été la limite dans notre cas, parce qu'on n'a pas accès non plus à de bons ordinateurs, mais
C'est très bon. Sans entrer dans un Geek Fest, j'aurais juste une question à propos. Excusez-nous. Là, vous avez les textures, et pour le grand public, c'est ce qui est le plus intéressant, c'est les textures, c'est de voir justement les noms qui sont écrits sur la pierre, c'est de voir justement la texture de la pierre et tout ça. Mais à des fins scientifiques, souvent, c'est la géométrie qui nous intéresse, la volumétrie. Donc, est-ce que c'est possible d'extraire la volumétrie? Est-ce que vous l'avez déjà disponible, la volumétrie, sans texture, quoi que ce soit? Est-ce qu'on pourrait déjà explorer seulement les volumes? Oui. Ben... OK, c'est bon. Prochaine question. Non, mais dans le fond, lorsqu'on a fait le modèle, on a utilisé la version pro de Adusoft Photoscan. Et là, on voit entre autres des exemples, on voit des petits dénivelés ou des différences au niveau des formes. Mais quand on a le modèle, pas pour le web, c'est encore plus précis. Et tout ça est à grandeur réelle en tant que tel, du moins virtuellement en grandeur réelle, du sens où... si on utilise notre logiciel, on est capable de mesurer précisément la largeur, la longueur, la hauteur du phare pour en tirer des données vraiment. On pourrait cartographier aussi le modèle au début pour géoréférencer le phare dans l'application. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait une orthophoto. On a généré une orthophoto à partir de notre modèle 3D. Et donc, il était déjà géoréférencé en plus. Oui. C'est super. Mais oui, on pourrait y aller dans cette analyse-là. On n'a pas fait cette analyse-là parce que dans notre cas, ça nous apportait pas quelque chose particulièrement, mais c'est une possibilité, effectivement. Une question plus générale. Souvent, il y a des étudiants qui ont des inquiétudes par rapport à l'informatique ou des gens qui en font, mais qui n'adoptent pas l'étiquette. Et ça, on en a vu plusieurs, que tout d'un coup, ils réalisent en cours de maîtrise que, tiens, ils ont fini par faire une base de données. Ils ont fini par utiliser Excel pour telle chose ou telle autre chose. Ils ont fini par faire une analyse de texte. À votre avis, est-ce qu'il y a des raisons pourquoi les gens ne veulent pas revêtir les habits de l'informatique, ou est-ce que c'est tout simplement devenu tellement mainstream maintenant qu'on peut s'initier à différentes techniques de base sans avoir à brandir le drapeau de l'informatique ou des humanités numériques? Comment vous voyez la relation entre les gens qui s'assument pleinement et les gens qui gravitent autour, les full patch, si on veut utiliser un vocabulaire de motard, les full patch versus les hang-around? Donc ça. Il y a peut-être une question du but qui est recherché par le chercheur, une question de temps et de ressources aussi. Donc, nous, on a utilisé des logiciels gratuits ou avec des licences qui ne coûtaient pas cher, mais on peut toujours, selon la quantité de fonds, augmenter la qualité, si on veut, des outils, ou des fois même, des fois, il y en a qui sont gratuits, qui sont même mieux que ceux qui sont payants. Sinon, ça reste essentiellement une question de temps, à mon avis. Si on ne veut pas nécessairement pas vouloir, sans nécessairement dire un manque de volonté, mais si on n'a pas le temps dû à un échéancier ou à une publication, les gens n'auront pas tendance à le faire. Mais il y a toujours un potentiel de pousser un projet plus loin, comme on le fait, mais pour ce genre de choses-là. Mais c'est partout pareil, c'est la même chose dans tous les domaines. On peut toujours pousser la chose plus loin, mais on n'a peut-être pas le temps ou l'argent nécessaire, par exemple. Étant plutôt full patch, je pense que encore aujourd'hui, les gens ont peur quand même de l'informatique, que la culture populaire, quand on voit des pirates informatiques dans des films ou des programmeurs, ça a l'air compliqué, puis c'est incroyable, mais c'est pas ça la réalité. Mais je pense que ces perceptions culturelles-là ont une influence néfaste, en fait, sur la volonté de vraiment se pencher en informatique lorsqu'on est en histoire, et puis que ça se fait souvent plus de façon un peu... non volontaire, comme vous le disiez, que finalement, j'ai une base de données, oui, mais on n'est pas informaticien, par exemple. Ou pas historiomaticien, dans notre cas, quand on veut en parler, mais je pense que c'est vraiment la peur encore qui domine. Ouais. Étant le contraire de full patch, je peux... En fait, mais, je me souviens qu'on avait reçu, dans le cadre des midi-conférences, une doctorante qui travaillait sur le couvent italien l'année dernière. Je ne sais plus de son nom, peut-être vous en souvenez. En tout cas, mais je me souviens qu'elle ne s'identifiait pas comme étant quelqu'un qui travaillait sur l'histoire numérique. Pourtant, elle mobilisait des stratégies qui étaient complètement reliées à l'histoire numérique. Et donc, pourtant, elle ne voulait pas s'y associer. Pourquoi? Peut-être parce que des fois, on pense que l'histoire numérique, nécessairement, c'est quelque chose qui est plein d'artifices un peu. Puis, avec raison, quand on regarde les projets que Josh produit, c'est vrai qu'il faut tout le temps que ça soit super beau, que ça fonctionne super bien, etc. Mais pourtant, l'histoire numérique,
numérique, ça peut être super pratique, ça peut remplir des fonctions qui sont super pratiques, et il ne faut pas avoir peur de s'y associer pour ça, et surtout pas se comparer avec ce que Josh fait, sinon on se comparer longtemps. C'est une bonne question. Je fais définitivement partie de la classe des amateurs. Je pense qu'il y a une peur. Ce que j'identifie, c'est qu'on... Dans ce que je fais dans ma maîtrise, par exemple, un ingénieur logiciel pourrait très bien faire ce que je fais, le ferait beaucoup mieux. Puis il y a surtout à deux niveaux importants que je vois qu'il y a une grande différence, puis ça crée une peur. Je vais juste... Ces deux éléments-là, c'est que ce que je fais, par exemple, dans le cadre de ma maîtrise, sera jamais optimal. Donc, ça sera jamais... Il y a un travail d'optimisation que moi, je ne ferai jamais, qui pourrait très bien être fait. Il y a toutes sortes de bonnes pratiques qui peuvent être adoptées que je connais pas parce que j'ai pas fait de bac en génie logiciel, que j'utiliserai pas, mais dans le fond... Moi, je suis principalement motivé par le résultat que je vais avoir, puis je vais au fur et à mesure développer un matériel qui est plus accessible pour d'autres qui vont le voir, mais cette peur-là, je pense que ça prend pas beaucoup pour s'initier à l'informatique, pour appliquer différents outils, mais ça en prend beaucoup pour que ce soit un travail, à mon sens à moi, que ce soit un travail qui soit de valeur commerciale, si on veut, ou qui soit facile que d'autres informaticiens ou d'autres ingénieurs puissent s'approprier puis bonifier. Donc, moi, étant dans la première catégorie, il ne faut pas non plus s'arrêter à cette perspective qu'on a d'un travail professionnel pour... Il ne faut pas que ça nous empêche de nous initier à ces outils-là. C'est ce que j'essaie de dire. Sherry? J'ajouterais, en risquant de froisser tout le monde, mais je pense qu'une des raisons que les gens ont peur de se mouiller quelquefois, c'est parce que la jeune génération est en avance de l'ancien. Et vous avez ici une équipe jeune et vos profs aussi, vous êtes des gens qui sont prêts à se lancer, à vous encourager. Il y a beaucoup de départements, il y a beaucoup de situations ou d'individus où c'est le directeur de thèse qui n'y comprend rien et il est prêt à vous applaudir après, mais il sait qu'il ne peut pas vous conduire là où vous voulez aller. Alors là, il faut beaucoup de courage. Il faut aussi qu'il y ait d'autres dans un département, qu'on soit plusieurs à lancer ces choses-là. Puis vous avez réussi depuis quelques années à vous retrouver à plusieurs. Et ça, c'est important, là. C'est l'équipe qui permet, enfin... Moi, c'est un étudiant au doctorat qui était venu me chercher du Maryland parce que je connaissais Baltimore. Mais lui, c'était lui qui faisait du SIG. Et c'est lui qui m'a entraîné là-dedans. Et il faut que ça marche comme ça, là. Il faudrait que les étudiants entraînent les profs. Mais j'aimerais aussi vous poser une question. Quand vous êtes allé dans la vulgarisation et essayer d'atteindre le grand public, il y a des éléments intéressants parce que vous visez l'objectif, puis vous avez des choses à dire, vous avez le matériel. Ce que je trouve très difficile, c'est comment amener les gens à poser des questions. Il est facile de faire comme par Canada, voici des faits. Voici des explications, etc. Par contre, quand vous êtes avec un guide, lui, il a appris petit à petit, là, comment s'adresser, trouver le petit détail qui frappe, qui fait poser une question par l'enfant de 6 ans, etc. Et nous, je trouve ça très, très difficile dans la géomatique et sur le web de passer du mode cours magistral, si vous voulez, à la mode qui amène à poser des questions. Puis vous êtes tous au niveau où vous vous souvenez très bien du nombre de fois qu'on vous a demandé, mais c'est quoi exactement votre question de recherche? Vous en étiez... Vous êtes des chercheurs de questions. Le questionnement, c'est plus important que la réponse. Et ça, je me demande si peut-être que l'utilisation des trucs comme Trajectus pourra nous aider, parce que là, quand vous posez des questions, ou même des questions d'examen, ou
quand l'enseignant a un objectif en main, peut-être que ça nous aidera, mais peut-être que vous avez découvert d'autres stratégies. Il y a beaucoup de documentaires sur le web et dans le cinéma, mais il n'y en a pas beaucoup qui élicitent le questionnement. Comment déclencher la question? Comment déclencher la curiosité? Je peux peut-être m'essayer, mais encore là, je suis loin d'avoir une réponse développée. Peut-être une des portes de réponse, ce serait l'interactivité. Donc, on l'a vu, entre autres, avec Trajectus. Mais dans le fond, on l'a fait un petit peu sur ces cartes-là, mais à travers l'interactivité, donc sélectionner des composants d'analyse, dans le fond, ou des jeux vidéo même, c'est la même chose, c'est garder la personne intéressée, mais à l'amener à cliquer sur certaines choses. Et à un moment donné, peut-être que ça va l'intriguer au point de se poser une question, de pousser l'analyse plus loin. Mais mis à part l'interactivité, j'ai pas d'autres portes d'avenue que ça. Mais c'est quelque chose qu'on n'a pas beaucoup vu encore, que j'ai pas vu beaucoup vu encore dans des projets, mais c'est quelque chose qu'on commence et qu'on fait de plus en plus, qu'on voit de plus en plus s'ouvrir au public. Et c'est peut-être ça qui va déclencher certains questionnements de plus en plus de jeunes aujourd'hui. D'une certaine manière aussi, je pense qu'on ne peut pas vraiment forcer la curiosité des gens, mais je pense qu'il faut faire confiance à leur intellect et laisser peut-être des portes ouvertes que certains vont prendre et se plonger là-dedans, mais jamais on pourra arriver à éveiller la curiosité de tout le monde. Mais quand même, je pense que d'offrir des outils qui sont interactifs, qui leur permettent d'explorer à leur façon et non trop linéaires. Je pense que c'est la linéarité aussi qui nuit des fois aux gens, surtout à notre époque où on est habitué de juste prendre des petites bribes d'informations ici et là. Je pense que le fait que ce soit interactif et qu'on apprenne à notre rythme et dans l'ordre qu'on veut, ça peut favoriser la curiosité chez les gens en général. Je donne peut-être l'exemple d'un cas de Dominique Martin, un autre de mes étudiants qui n'est pas ici aujourd'hui, mais qui est en train de modéliser une maison rurale 1752 à Montréal. Donc, vraiment, ce qu'il y a de plus banal. Sauf que lui, son angle d'entrée, c'est qu'il y a eu un double meurtre dans cette maison-là. Et donc, à ce moment-là, c'est de découvrir comment le meurtre s'est déroulé et de découvrir comment les gens ont circulé à l'intérieur de la maison. Et donc, à ce moment-là, c'est que parfois, on ne peut pas avoir des meurtres partout, mais c'est pas comme à Shetland, là, où tout le monde semble mourir dans la série. Mais il faut essayer, à l'occasion, c'est un peu l'idée de la micro-histoire, quand on retourne à Giovanni Levi, puis quand on retourne à Ginsberg, c'est d'avoir cette étincelle-là qui va attirer les gens à plonger dans un environnement complexe, un environnement de relations sociales, de relations économiques complexes, et dans ce cas-ci, dans des environnements virtuels complexes, avec énormément de données. Et c'est vraiment de donner ce goût-là, de dire, mais si je veux comprendre le meurtre, je dois comprendre les relations entre les gens, je dois comprendre les relations de voisinage, je dois comprendre l'économie rurale de l'époque, je dois comprendre l'impact d'une mauvaise récolte. Et donc, à ce moment-là, on a notre étincelle pour amener les gens à plonger dans un monde qui, autrement, peut être, franchement, un peu éloigné, surtout qu'il est tellement étranger pour la plupart des gens aujourd'hui. Moi, j'aurais une dernière question. Vous avez évoqué le fait que vous avez créé l'environnement Historiomatica pour préserver les données. Et l'enjeu de la pérennité, j'en parlais avec Sherry Smidi, c'est un enjeu majeur. Il y a des données qui ont été créées, des bases de données créées des années 70, 80, 90, qui, quand les professeurs ont pris leur retraite, ça a été mis sur un disque dur ou c'était sur des disquettes, même à une époque, ou sur des cartes perforées à d'autres époques. Et lorsque les professeurs ont pris leur retraite, personne n'a pensé préserver ça. À votre avis, qu'est-ce qui doit être fait pour que, et vous êtes encore loin de la retraite, qu'est-ce qui doit être fait pour que votre projet, pas seulement à la fin de votre maîtrise, mais au-delà, que ça puisse survivre et quels sont vos principes pour d'autres personnes qui voudraient se lancer dans des projets de ce type-là, pour s'assurer que tout le travail et tout l'investissement en temps qu'on met ne disparaissent pas quelques années plus tard. Question existentielle. C'est une excellente question. Je pense pas qu'il y a encore de réponse tout à fait exacte, disons, là-dessus. En fait, on y réfléchit aussi à comment on pourrait s'arranger pour peut-être exporter cette
création virtuelle un peu plus dans le monde réel, que ce soit par la création de livres à partir de ces choses-là, ou du moins de reprojeter pour conserver l'ensemble de ces données-là. Mais c'est sûr que la question de la conservation des données, c'est pas réglé dans notre cas non plus. On y réfléchit, c'est un peu pour ça aussi qu'on est là. Mais le site Historia Medica, on a la volonté du moins de le faire vivre aussi longtemps que la civilisation va vivre et que ce sera possible de le faire. Mais il n'y a pas pas prévu, disons, que ça meurt après la fin de notre maîtrise. C'est quelque chose qu'on veut maintenir ou qu'on peut aussi vouloir passer à d'autres éventuellement. Mais j'ai pas de réponse à cette excellente question. Ouais. Voilà. D'autres tentatives de répondre? Donc, je pense qu'avec Trajectus, il y a l'institution qui est derrière quand même, mais même les institutions universitaires, on ne peut pas toujours s'y fier. Donc, c'est quand même un enjeu de pouvoir préserver, parce que là, justement, on avait eu le message que tous les sites sur Espace Web qui étaient en PHP 5 ne seraient plus opérationnels à partir du mois de mars, et ça n'a aucun sens. Alors, on n'a pas le temps de réécrire tout le code dans un laps de temps aussi court. Donc, même les universités et les institutions, parfois, ne nous aident pas avec cette démarche-là. Donc oui, donc la question de la pérennisation, c'est un enjeu. Récemment, avec Sonia, on a récupéré des données qui dataient du début des années 1990 et qu'il a fallu renuméroter parce que les numéros n'avaient pas suivi l'exportation de la géométrie. C'est fait. Et donc, ça va lui permettre de travailler sur ces forgerons et ces chaudronniers. Donc, il y a vraiment des enjeux qui sont à long terme, il y a des enjeux à court terme de découverte, d'exploration, de diffusion, de préservation, et je pense qu'on a vraiment eu une très belle présentation aujourd'hui. Merci beaucoup de votre participation à cette table ronde. Moi, avant de vous quitter puis de laisser la place aux organisateurs du colloque, je voudrais juste vous mentionner que demain, surtout à ne pas manquer la conférence plénière de Sherry Olson que vous avez juste pu apercevoir tout à l'heure. Nous avons la chance de bénéficier de sa longue expérience en histoire, en démographie, en géographie. À ne pas manquer. C'est vraiment une occasion que vous avez de pouvoir découvrir des leçons, des idées, des réflexions sur le domaine. Et donc, j'espère vous voir en grand nombre demain après-midi. Merci.